Nous allons passer maintenant aux règles avancées d'anachronie. Évidemment, après quelques parties, vous allez sans doute être intéressé à diversifier un peu plus le jeu. Premièrement, chaque joueur avait un plateau. On a suggéré de commencer avec le plateau du côté A, qui est tous identique pour tous les joueurs, ce qui simplifie un peu l'apprentissage. Après quelques parties, vous allez pouvoir jouer avec le côté B. Ce côté-là est différent d'une faction à l'autre, mais si des joueurs veulent jouer du côté B, il faut que la totalité des joueurs jouent avec le plateau du côté B. Dans ce plateau, certaines règles vont changer et ça va être différent d'une faction à l'autre. Comme par exemple ici, on a un avantage au niveau des super projets. On peut voir également que le coût en ressources des bâtiments est différent. Ils vont voir ici, comme par exemple, là, lorsque je n'utilise pas un exosquelette, mais malheureusement, je ne gagnerai pas d'eau, qui est différent des règles. Par contre, pour réveiller mon monde maintenant, c'est rendu une action gratuite que je peux faire, plutôt que d'envoyer quelqu'un faire cette action-là. On peut voir également que mon point ici, mon pointage a un maximum de 12 pour les voyages dans le temps, plutôt qu'un maximum de 16 comme à la base. Donc, ça va changer un peu mon orientation de ce que je veux faire dans ma partie, qui va devenir un peu plus spécifique à ma nation. Également, ça ici, du côté A, mais c'est pas mal toute la même chose. Donc, c'est toujours 3 bâtiments qu'il faut réussir à construire pour pouvoir faire l'évacuation. Puis une combinaison avec un des types de travailleurs qui va me rapporter des points. Du côté B, ça devient un peu plus spécifique. Comme par exemple, ici, mon moral doit être au maximum. Puis je dois aller chercher un maximum de travailleurs pour faire des points bonus quand je réussis à faire mon évacuation. Ça peut devenir justement un peu plus différent, changer mes parties, rajouter de la rejouabilité. Autre chose également qui va devenir intéressant, c'est au niveau des ressources. Donc, au niveau des ressources de départ, plutôt que de prendre ce qui est indiqué sur votre tuile ici, chaque joueur va commencer avec 2 gouttes d'eau, 2 noyaux d'énergie. On va avoir un ingénieur réveillé, puis 2 scientifiques réveillés. Vous allez prendre la pile de cartes comme ça qu'on n'a pas encore utilisée. On va la mélanger. Puis nous allons les distribuer pour chacun des joueurs. On va en distribuer 8 à 2 joueurs, 5 à 3 joueurs, puis 4 à 4 joueurs. Lorsque vous allez recevoir vos cartes, les cartes sont indiquées par des ressources. Par exemple, je reçois ces 4 cartes-là. Je vais choisir la carte qui m'intéresse. Qu'est-ce que j'ai goût d'avoir? Qu'est-ce qui est important pour moi comme ressource? Par exemple, je pourrais me dire, justement, j'aurais besoin d'un scientifique de plus, ça m'intéresse, parfait. Je prends cette carte-là, je la vire de côté, elle m'appartient. Les 3 cartes, je les passe à mon voisin de gauche. Je vais recevoir de mon côté 3 nouvelles cartes. Puis, je refais la même chose. Je vais me choisir une autre carte, ainsi de suite, jusqu'à temps que chacun des joueurs a un total de 4 cartes. Une fois que vous avez vos 4 cartes, on va en acheter 2. Voilà. Vous allez aller chercher tout ce qui est indiqué. Par exemple, ici, un d'or avec un scientifique réveillé, une goutte d'eau avec un génie réveillé, un cube vert avec un administrateur réveillé, puis ici, un cube gris, une goutte d'eau, puis un noyau d'énergie. Super. Après ça, nous allons calculer notre total ici en points. Par exemple, ici, j'ai un total de 20 points. Chaque joueur va faire son total. Celui qui a le total le plus bas va devenir le premier joueur. Si jamais il y a des égalités, c'est celui qui va avoir la carte la plus petite. Par exemple, si un des deux, on est deux à avoir 20, mais que l'autre joueur a un 1, puis moi, le plus petit que j'ai, c'est 3, c'est lui qui va devenir le premier joueur. Ça va vraiment rajouter, ça devient plus intéressant parce que vous allez choisir ce que vous avez besoin, puis en même temps, vous pouvez y aller de manière plus stratégique, prendre des chiffres plus petits dans le but de devenir premier joueur, qui est quand même ça aussi un très très gros avantage. Donc le choix des ressources devient plus stratégique et également de la rejouabilité parce que vous n'allez pas toujours commencer avec les mêmes ressources d'une partie à l'autre. Ce que je trouve relativement intéressant. Par la suite, nous allons prendre ces fameuses cartes-là qui déterminent les courses de fin de partie. Au lieu
dans la version de base, de choisir au hasard 5 cartes qui vont déterminer les courses de fin de partie. Nous allons plutôt les distribuer. Dans une version à 2 joueurs, on va en distribuer 4 par joueur. Sinon, nous allons en distribuer 2 par joueur. Les joueurs vont chacun en choisir une. Sinon, 2 si jamais nous sommes 2 joueurs. Puis, la carte manquante, ou les 2 cartes manquantes dans le cas qu'on est 3 joueurs, va être rajoutée au hasard. Ce qui veut dire, par exemple, dans une partie à 2 joueurs, je vais recevoir 4 cartes. Je vais regarder qu'est-ce qui m'intéresse là-dedans. Par exemple, moi, j'ai l'intention de faire beaucoup de voyages dans le temps. Je vais donc aller choisir ces 2 cartes-là, qui vont être assurément les 2 des 5 cartes de course en fin de partie qui vont rapporter des points. Mon adversaire fait pareil. Donc, nous sommes rendus à un total de 4 cartes. Puis la 5e est pigée au hasard. Ce qui rajoute un peu plus de contrôle, justement, sur les courses qu'il va y avoir en fin de partie, plutôt que simplement le hasard qui détermine. Autre point également. Nous avons vu ces tuiles ici. Tuiles bien standards qui représentent les générations. Mais, dans la version avancée, nous allons les retourner. Et lorsqu'on va prendre des jetons lors de la phase 4, donc nous allons commander des ressources depuis le futur. Mais il faut savoir que le premier joueur va toujours placer le premier jeton ici et son deuxième ici s'il y a lieu. Le deuxième joueur va continuer dépendamment de ce qu'on est rempli. Fait que si par exemple il n'y a rien mis, ben, le deuxième joueur va commencer ici. S'il a mis une ressource, ben, le deuxième joueur va commencer là. S'il a mis 2 ressources, il va commencer là et ainsi de suite. Pour un maximum de 8, parce qu'on peut être maximum 4 joueurs. Dépendamment où vous commandez vos ressources, vous allez pouvoir obtenir des bonus ou des malus. En rouge, c'est les malus. Exemple ici, c'est une perte de 1 de morale. Tous les autres, ça ici, ben, vous gagnez 1 point, il n'y a rien qui arrive. Ici, ce que vous avez commandé du futur, vous allez le recevoir 2 fois, mais vous avez besoin de le rembourser seulement qu'une seule fois plus tard. Pas besoin d'en rembourser 2. Fait qu'un coup de chance, ça s'est doublé en chemin. Ici, ben, malheureusement, vous allez recevoir un jeton paradoxe. Ici, ben, rien. Ici, vous allez retirer un jeton paradoxe et ici, rien. Fait que vous voyez qu'à un moment donné, ça peut devenir aussi stratégique de commander des ressources du futur. Combien qu'on va en commander, puis dans quel ordre, et ainsi de suite. Donc, ça rajoute au niveau de la stratégie, au niveau de la rejouabilité. Comme chaque tuile est différente, puis qui ne sera pas passée dans le même ordre non plus d'une partie à l'autre, ça rajoute encore une fois de la rejouabilité. Par la suite, nous avons la chance dans la boîte de base d'avoir déjà une extension de disponible. C'est le jour du jugement qui va donner la chance aux joueurs d'avoir un plus gros impact dans le fond, puis peut-être de pouvoir changer le temps d'arrivée de la fameuse météorite qui s'en vient. Premièrement, il faut savoir qu'au niveau du placement, la météorite arrive maintenant entre le 5e et le 6e tour. Donc, à la fin du 5e tour, plutôt qu'à la fin du 4e tour. Donc, nous allons déplacer, nous allons reculer la météorite de une génération. Par la suite, nous avons des cartes comme ceci qui représentent des quêtes de niveau 1. On va les voir tantôt plus en détail, mais elles sont tous différentes. Nous allons les mélanger. Puis, sous chacune des générations, nous allons placer une de ces cartes et la première est révélée. Nous allons avoir également un paquet de quêtes de niveau 2 que nous allons mélanger pour former une pioche qui va être disponible à côté de la ligne de temps. Une fois que ceci c'est fait, évidemment, nous allons avoir besoin d'un nouveau plateau qui va être placé à côté du plateau principal puis qui va donner une nouvelle action disponible aux joueurs. Et dernier détail, nous avons une nouvelle course qui va être 3 points pour le joueur qui va avoir fait le plus de quêtes à la fin de la partie. Cette carte va être rajoutée aux cartes de quête avant d'en faire la distribution. Au niveau du nouveau plateau de jeu, nous allons l'installer à côté du plateau central. Il va offrir une nouvelle action, qui est une action de groupe, qui est ici.
Et nous allons, évidemment, ça va prendre un exosquelette pour réaliser l'action puisque c'est à l'extérieur de votre ville principale, donc de votre plateau de jeu. Puis, évidemment, on peut envoyer un nombre illimité d'exosquelettes pour chacun des joueurs. L'action peut être faite par tous les ouvriers, donc que ce soit un scientifique, un ingénieur ou un administrateur, puis évidemment un génie, il n'y a pas de problème. Sur le plateau, nous allons aller chercher 2 dés avec des plus, des moins puis des faces blanches. Nous allons installer sur le plateau. Puis, nous allons chercher 2 petits jetons. Le jeton ici de sceller le destin, qui ressemble justement à la météorite qui s'en vient sur la Terre. Et l'autre jeton ici, avec une planète, c'est le jeton pour sauver la Terre. Au niveau de l'étape numéro 1, la phase de réapprovisionnement, évidemment, comme toujours, nous allons retourner le prochain projet de la génération à venir, puis nous allons découvrir la carte de quête de niveau 1 de l'année en cours. Également, si dans les années auparavant, il y a des cartes manquantes qui ont donc été réalisées, à ce moment-là, nous allons également rajouter des cartes de niveau 2 qui vont prendre place sur la ligne du temps. Lors de l'étape numéro 5, lorsqu'on va aller faire l'action, elle nous dit 2 choses. Premièrement, elle me donne la possibilité de réaliser la carte quête de l'année en cours où je suis présent. Où je suis présent, je peux regarder une quête. La quête, elle m'indique des informations. Premièrement, ce que je dois posséder. Donc, pour réaliser la quête, je dois avoir un élément de recherche avec ce symbole-là. Ça peut être le carré, le cercle ou le triangle, c'est pas important, je dois le posséder. Je le dépense pas. Plus, je dois dépenser une des 3 ressources indiquées, donc le gris, le vert ou le jaune, que je dépense pour réaliser la carte. La carte, je la retire, je peux la mettre sur mon côté de joueur, elle me rapporte immédiatement 2 points. Il y a d'autres cartes qui peuvent rapporter jusqu'à 3 points, par exemple comme des cartes de niveau 2 comme celle-ci, qui m'indiquent que je dois avoir réalisé un super projet et je dois défausser un génie pour pouvoir réaliser cette quête-là. Après ça, c'est pas une obligation, c'est une possibilité, c'est moi qui choisis. L'autre action me permet de déplacer mon jeton. Ici, au niveau de la quête, on peut voir que, par exemple, le camp qui veut sauver la Terre, il y en a 2. Évidemment, on a les verts ici, qui sont là pour la faune, qui évidemment veulent sauver la Terre. On a également l'eau, qui souhaitent sauver la Terre. Ils vont donc investir des actions dans le but de trouver une solution pour soit empêcher l'arrivée de la météorite ou trouver un moyen de pouvoir détruire cette météorite-là, en tout cas, qu'il n'y ait aucun impact sur la Terre. Donc, réussir à trouver une solution à l'arrivée de ce cataclysme. Pour ce faire, lorsqu'ils vont choisir de faire cette action, ils ont la possibilité de faire progresser leur jeton Terre. Quand ça arrive, dépendamment de quel joueur qui le fait. Cet exemple, c'est le joueur vert qui le fait, mais malheureusement, le joueur vert, à ce moment-ci, il n'y a rien. Il a simplement fait progresser le jeton. Alors que si ça aurait été le joueur bleu, en le faisant progresser, il va faire 1 point. S'il fait progresser encore un autre point, un 3e point, s'il fait procéder ici, il va le faire gagner 2 points. L'inverse, le joueur vert, lui, va marquer des points plus haut. Il va marquer 2 points à cette étape-ci, 3 points à cette étape-ci. Je spécifie qu'il faut être le joueur qui a fait l'action pour gagner des points. Donc, si le joueur vert avance ici, le bleu ne gagne pas de points. Puis le joueur qui va faire progresser ici, c'est lui qui va faire les 2 points. Si jamais un joueur réussit à le faire progresser tout en haut, on va terminer l'année en cours, ça va mettre fin automatiquement à la partie et la planète, elle est sauvée. Nous allons faire le décompte des points, il n'y aura pas d'évacuation. Je spécifie que la deuxième action qui permet de faire progresser,
ou votre jeton qui vous appartient, ici, ne peut se faire uniquement avant l'arrivée de la météorite. Une fois que la météorite est arrivée, il ne sera plus possible de pouvoir progresser votre jeton. Par contre, il est toujours possible d'aller faire l'action dans le but de réaliser une carte quête. Ça va toujours rester possible. Maintenant, pour ceux ici, ceux du bas, on a évidemment la phase, les rouges qui sont là pour la religion, qui ont annoncé le salut, qui ont annoncé dans leur région la fin du monde, arrivée d'un cataclysme. Ben, pour eux, c'est super important que le cataclysme arrive. Sinon, ça démontrerait qu'ils se sont trompés depuis le début. Fait eux, contrairement aux deux autres factions, ne souhaitent pas faire progresser la Terre et ne peuvent pas. Lorsqu'ils vont faire cette nouvelle action, ils ont la possibilité, c'est pas une obligation, hein, c'est toujours une option de le faire avancer, de faire progresser les météorites de 1. Lorsqu'il se fait, si le joueur correspondant, par exemple le rouge, ben, il regarde le nombre de points qui est à côté. Ici, il ne fait aucun point. Par contre, si le joueur jaune qui a fait l'action, il va faire un point. Le joueur jaune a refait un autre point ici, puis 2 points en bas. Alors que c'est là que le joueur rouge peut commencer à faire des points 2 et 2. Si jamais les joueurs arrivent à ce stade, bien évidemment, ça va mettre fin à la... ça va pas mettre fin à la partie, mais il sera plus possible pour les joueurs qui veulent sauver la Terre de faire progresser leurs jetons. Et on sait qu'à la fin de l'année en cours, peu importe où se trouve la météorite arrive immédiatement à la fin de ce tour-ci. Ce qui peut avoir quand même un gros impact qui peut faire avancer très rapidement l'arrivée de la météorite, changer au niveau de l'évacuation, ce qui peut changer quand même beaucoup la donne. Par la suite, autre information importante. Lors de l'étape numéro 6, donc c'est l'étape où justement là on rappelle tout notre monde, c'est la dernière étape de la fin du tour. Nous allons donc lancer les 2 dés. Parfait. Puis, dépendamment du résultat, nous allons additionner tous les moins et les plus où sont les jetons. Par exemple, mettons que le jeton ici de la Terre est ici, puis que le jeton pour l'arrivée de la météorite, il est là. On voit qu'à côté du jeton, on a un moins. Ici, à côté de la Terre, nous avons un plus. Donc, pour le moment, on a un plus, un moins. On additionne à ça le résultat. Donc, nous avons 2 moins, 1 plus. Les moins sont plus nombreux. Mais malheureusement, nous allons devancer l'arrivée de la météorite parce qu'il y a plus de moins que de plus. Donc, et voilà, la météorite va arriver une génération plus tôt. Si nous sommes déjà à l'année en cours, par exemple, nous sommes rendus ici, la carte est revirée, puis que j'ai des moins, ben elle ne progresse pas plus. Parce que de toute façon, à la fin du tour, la météorite va arriver. Inversement, si par exemple, nous avions plus de plus, ou une égalité, par exemple ici, dans le cas présent, j'ai 2 plus, un moins ici, un deuxième moins ici, une égalité, rien ne se passe. La météorite ne change pas de lieu, de place. Elle n'arrivera pas plus tôt ou plus tard. Si on avait eu plus de plus que de moins, bien on aurait reculé le temps d'arrivée de la météorite. Donc, au lieu de l'avoir reculé, au lieu de l'avoir rapproché, on va l'éloigner. Donc, elle va arriver plus tard, ce qui va nous laisser plus de temps pour pouvoir nous préparer justement à l'arrivée de la météorite. Dans l'extension, le jour du jugement dernier, il y a une règle optionnelle qui est proposée une fois que vous avez fait quelques parties, vous êtes familiarisé avec les règles. La première carte sur le dessus des niveaux 2 est toujours retournée, ce qui permet de savoir un peu la prochaine quête qui s'en vient. Et dès que nous allons accomplir une quête,
automatiquement, la carte va venir prendre sa place, puis nous allons retourner une carte. Ce qui veut dire que lors de l'étape numéro 1, on n'aura pas de nouvelle carte ici à rajouter de la phase 2, puisqu'il ne va jamais manquer de cartes. Ça rajoute un peu plus justement là, de stratégie, on sait plus qu'est-ce qui s'en vient. Ça peut être intéressant après avoir fait quelques parties comme option pour pouvoir jouer le jour du jugement dernier. Voilà, c'est tout pour les règles avancées puis l'extension jour du jugement dernier qui est inclus dans la boîte de base. Dans une prochaine vidéo, nous allons voir le mode solo, puis on va faire une initiation justement avec le mode solo. À la prochaine et merci pour le visionnement.